Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est à moi, c'est donc moi pardon, qui vais poursuivre l'animation de cette journée du Transition Forum. Je me présente très rapidement. Je suis Julien Vanderfier. Je suis directeur des rédactions dans un groupe de presse qui s'appelle NetMedia, un groupe de presse B2B, et je m'occupe notamment de la marque Ecopo, qui est une marque partenaire aujourd'hui et donc qui est la marque qui s'adresse aux responsables de la transition dans les entreprises. Et donc, sans plus attendre, on va poursuivre sur la même thématique et je vais appeler à me rejoindre sur scène Vincent Ducrot, qui est directeur RSE et développement durable chez Getlink, pour parler du thème de la marge décarbonée. Bonjour, bonjour Vincent. Bonjour à tous. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Donc effectivement, on va parler dans quelques instants de ce concept de marge décarbonée. Vous avez expliqué un peu l'origine, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Avant tout ça, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter également Getlink? Bien sûr, merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, Getlink, le groupe Getlink, c'est anciennement le groupe Eurotunnel, un acteur privé du côté sur le marché français, SBF 120, avec 4 entités au service du transport des marchandises, des personnes et de l'électricité récemment. Nos 4 entités, Eurotunnel, concessionnaire du tunnel sous la Manche, qui a comme client Eurostar que vous connaissez bien, mais également un service de navettes, de véhicules de tourisme et de fret. Une deuxième activité, Europort, un opérateur de fret ferroviaire en France et en Europe. Troisième entité, Eleclink. Depuis 2022, nous avons installé un câble d'1 gigawatt de transport électricité entre l'Angleterre et l'Europe. Et puis une quatrième activité avec un centre de formation d'excellence, notamment tourné sur le ferroviaire. Et je m'occupe de définir la trajectoire et d'animer les actions à impact en termes d'RSE et de développement durable pour le groupe. Voilà. Et puis je définis un certain nombre de critères de performance et j'en rends compte auprès de toutes nos parties prenantes. Alors, on a beaucoup parlé effectivement de transition ce matin. On va en continuer à en parler dans quelques instants. Effectivement, aujourd'hui, on va parler finalement de performance extra-financière, si on peut dire. Au moment où on a préparé cette intervention, vous me disiez qu'il existe effectivement certaines notations déjà aujourd'hui pour un peu mesurer l'impact concret des entreprises, notamment la notation ESG. Et pour autant, vous trouviez que cette notation ne suffisait peut-être pas. Alors, pourquoi ? Alors effectivement, ce qu'on appelle notation ESG, donc un acronyme pour environnement, social et gouvernance, ce sont des notations qui sont censées renseigner notamment les investisseurs, toutes les parties prenantes, avec des informations précises, fiables, sur la performance, notamment extra-financière d'une entreprise. Et on est parti du constat, partagé je pense par beaucoup de personnes, notamment ici ce matin, qu'elles ne suffisaient pas, voire même qu'elles avaient un certain nombre de défaillances. On peut citer assez naturellement la partie de divergence, on va dire, de ces notations, contrairement aux notations purement financières. Il y a un sujet aussi d'une certaine opacité dans la façon dont sont calculées ces évaluations, dans la façon dont on peut comparer différents acteurs du même secteur. Il y a clairement aussi un sujet de pertinence. On a vu un certain nombre de scandales récents qui nous l'ont montré. Il y a un effet également, on va dire, parfois de conflit d'intérêts aussi, avec une proposition de service associée à ça, et un petit peu le syndrome quand même du bon élève. On essaie d'être bon en notation ESG, au détriment parfois d'une action spécifique au service vraiment d'un vrai impact. Donc voilà, c'était vraiment un des constats sur lesquels on est parti vis-à-vis de ces notations ESG, encore une fois en tant qu'acteur coté, qui est assez crucial. Alors, vous avez donc décidé finalement de travailler, vous, sur un autre indice, c'est ce qu'on va voir maintenant dans quelques instants, c'est la marge décarbonée. C'est quoi le principe ? Alors, en fait, nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Donc, le premier, c'est cette défaillance des évaluations ESG qui ne suffisaient pas à rendre compte de la performance et notamment de la performance actuelle d'une entreprise, puisque l'idée, c'est quand même que les parties prenantes attendaient énormément de trajectoires très long terme, pas forcément toujours assises sur des plans d'action très précis. Et donc ne rendait pas forcément valeur à des services comme les nôtres, bas carbone, aujourd'hui, vraiment sans attendre, on va dire, quelque chose d'assez hypothétique sur le long terme. Donc il y avait un premier constat, c'était la temporalité. Deuxième constat, c'est le fait de dire le principe du pollueur-payeur est quand même un principe assez fondamental dans nos législations européennes et nationales. Il fallait sans doute continuer à s'en inspirer. Deuxièmement, et on l'a beaucoup dit ce matin, on a aussi besoin d'articuler de manière
tout à fait homogène et transparente, un indicateur à la fois de la performance financière et de la performance extra-financière. Ensuite, on cherchait quelque chose d'assez simple. Monsieur de Normandie l'a rappelé, la CSRD va exiger un certain nombre d'indicateurs supplémentaires. Il ne s'agissait pas d'en rajouter un autre, peut-être inutile, mais vraiment de se dire quelque chose qui soit simple, auditable, comparable entre les différents acteurs et appuyé sur des agrégats audités. Donc ça, c'était aussi un point important. Et donc, sur ces principes-là, on s'est dit concrètement, on avait aussi un sujet concret, travaillant dans les transports en particulier, un enjeu de décarbonation, même si en termes de ferroviaire, évidemment, on est déjà fortement décarboné. L'idée était de se dire, potentiellement, anticipons quelque chose qui s'apparente à une facture carbone qui aujourd'hui ne nous est pas soumise, ne nous est pas attribuée, composée principalement de deux composantes de cette facture, encore une fois, virtuelle pour nous. Le poids carbone d'un côté et le prix unitaire de l'autre. Donc ces deux éléments-là sont assez naturellement venus à l'esprit, avec bien sûr d'un côté le scope. Alors en termes d'émissions, on a considéré l'intégralité de nos émissions, les émissions directes et indirectes, scope 1, scope 2 et scope 3, qui sont auditées, le groupe étant alors, pionnier dans sa construction bien sûr, mais aussi dans la diffusion des informations sur son bilan carbone, depuis 2007 sur les émissions directes, depuis 4 ans maintenant sur les émissions du scope 3, dans leur intégralité. Et il a fallu choisir ensuite un prix unitaire, un prix du carbone. Alors, tous les gens qui sont dans cette salle connaissent bien, on navigue, on va dire, entre une fourchette basse, une fourchette haute, autour de, allez, on va dire entre 90 et 200. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les marchés carbone, qui bougent beaucoup, évidemment, incertains, mais qui sont autour de 90 € la tonne. D'autre côté, on a des prix dits plutôt tutélaires, c'est-à-dire qui doivent vraiment entraîner les acteurs économiques dans une décarbonation efficace. Il se trouve qu'on s'est appuyé sur une étude américaine qui représentait un certain nombre de consensus académiques sur cette valeur à prendre, une valeur qui va évoluer, qui évoluera dans nos comptes au fur et à mesure des années, qui est plutôt autour de 200. Donc effectivement, on a retenu 197 € l'année dernière, plutôt 203 cette année, mais disons globalement autour des 200. Et donc on multiplie cette valeur unitaire avec nos émissions directes et indirectes pour former une facture virtuelle qu'on retranche de notre EBITDA, équivalent d'un excédent brut d'exploitation dans les comptes français. Et voilà, donc ça donne une idée de cette marge décarbonée, donc on retire de la marge naturelle et qui nous donne une certaine image. Et aujourd'hui, donc pour ce qui est de notre groupe, on est à 97%, c'est-à-dire qu'on ne retire que 3 points en utilisant cette facture carbone, encore une fois virtuelle, par anticipation de ce qui pourrait arriver. Pour résumer, donc effectivement, c'est un indicateur, on va dire, financier, technique, qui repose finalement sur des éléments concrets, mesurables, comparables également. Et l'objectif vraiment de cette marge décarbonée, c'est de voir l'impact concret de l'entreprise sur effectivement ses émissions carbone et in fine sur sa marge et donc sa rentabilité. Et comme vous l'avez dit, finalement, vous en faisant cet exercice-là technique chez Getlink, vous arrivez donc à un EBITDA de 97%, donc très très peu impacté finalement par vos émissions carbone, ce qui semble aussi un peu logique par rapport au fait que vous fassiez du ferroviaire, de l'électrique, ainsi de suite, mais malgré tout. Et ça aujourd'hui, au-delà, on va dire, de l'aspect concret de cette marge décarbonée, est-ce que c'est aussi un argument finalement pour vous par rapport à d'autres concurrents ? Oui, alors très clairement, c'est un argument pour nous, pour nos clients, pour nos salariés, pour nos investisseurs. C'est clairement quelque chose qui nous positionne aussi. Alors, il se trouve que c'est assez conjoint avec la taxonomie européenne qui a été mise en place, alors qui a été beaucoup critiquée, mais typiquement, ça nous donne quand même une vision actuelle des choses et de la vertu, au moins climatique dans un premier temps. Nos activités sont alignées à 97%, je crois que c'est quand même un taux 93%, pardon, un taux évidemment élevé. Donc ça concourt aussi à décrire, encore une fois, la façon dont on peut choisir des activités, des secteurs, des biens qui aujourd'hui permettent d'éviter des émissions par rapport à des transports plus carbonés. Et donc dans cette mesure-là, c'est effectivement assez utile. Et alors effectivement, aujourd'hui, on est en ferroviaire fortement décarboné, mais ça, c'est un indicateur qu'on s'engage à suivre, à publier, et donc ça irrigue aussi notre stratégie. La stratégie de développement reste quelque chose de bas carbone. On scrutera l'impact de tout développement et de toute acquisition potentiellement sur l'impact d'un indicateur comme cette marge décarbonée. Donc c'est quelque chose d'assez pérenne, bien sûr. Et effectivement, finalement, sur cette marge décarbonée, est-ce que vous n'êtes pas un peu en anticipation sur la réglementation ?
Oui, alors comme je disais, aujourd'hui, on parle d'une facture virtuelle. Les quotas carbone ne sont pas applicables au secteur ferroviaire, mais l'idée, c'est de pouvoir l'anticiper. Et par contre, effectivement, aujourd'hui, nos concurrents, le maritime dès 2024, le transport routier à partir de 2027. On a reparlé ce matin un petit peu de la taxe carbone aux frontières. Nous sommes désormais, entre la France et l'Angleterre, un pays limitrophe d'une frontière hors de l'Europe. Donc effectivement, c'est quelque chose, une anticipation absolument clé pour se positionner aussi et recentrer, encore une fois, sur la pérennité de nos métiers et nos services bas carbone. Alors Vincent, j'aimerais qu'on revienne, vous en avez comme un peu parlé, mais assez brièvement effectivement du Scope 3, on a entendu parler aussi lors de la table ronde juste avant, on a entendu effectivement de l'impact que ça peut avoir et puis parfois de la difficulté pour les entreprises de prendre en compte finalement les émissions qui viennent parfois de ces fournisseurs de rang 1. C'est quoi votre regard là-dessus justement ? Alors, clairement, donc, ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est qu'on a été extrêmement transparent dans ce calcul, puisque l'idée, c'est quand même que ça fasse des émules et que ça soit réparti et très largement assimilé par les autres acteurs économiques. L'objectif tout de suite a été d'intégrer l'intégralité de nos émissions. On parle de 50 000 tonnes pour Getlink en Scope 1 et 2, une centaine de milliers de tonnes pour le Scope 3. L'idée, c'était évidemment de pouvoir présenter la facture sur la globalité du scope. Quand on parle d'ailleurs des 33% de décote, c'est bien sur l'intégralité des périmètres. Alors oui, ça reste difficile à évaluer. On s'y est mis encore une fois depuis 2019. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et je rejoins tout ce qui a été présenté ce matin d'ailleurs sur tout le travail de collectif autour de la décarbonation de notre chaîne de valeur. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on est pleinement actif. Alors vous venez de l'expliquer, l'objectif de cette marge décarbonée au-delà pour vous en interne de Getlink, de pouvoir aussi mesurer votre impact, c'est de faire des émules, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont repris finalement votre concept ? Alors on l'a présenté lors de l'Assemblée Générale et donc la clôture des comptes au printemps cette année. Donc c'est sans doute un petit peu tôt pour tirer le bilan complet. Je connais effectivement un certain nombre d'entreprises, de groupes de PME, on peut citer notamment Rémi Cointreau qui a utilisé cet indicateur et assez haut dans sa présentation de PNL et de bilan. J'ai aussi en tête une maison de finances durables, Axilia, qui pour le coup fait l'exercice sur un certain nombre d'acteurs et a établi un indice, c'est-à-dire en retranchant avec un calcul assez similaire au nôtre des résultats des entreprises pour créer un nouveau CAC 40, ce qu'ils appellent le Vérité 40, qui permet effectivement d'identifier encore une fois à un instant T le côté durable, résilient d'un point de vue climatique, les acteurs. Alors encore une fois, je complète peut-être mon propos là-dessus, il ne s'agit pas de repositionner cet indicateur à la place de toute la trajectoire. Getlink est engagé sur une trajectoire 1,5 degré, engagé à réduction de 30% en 2025, 50% en 2030. Sur le scope 1-2, également sur le scope 3. On a un certain nombre de travaux en cours sur l'utilisation de l'énergie renouvelable, sur le matériel roulant, etc. L'idée, c'est bien de compléter ça par quelque chose qui parle à tout le monde, qui donne de l'information dès aujourd'hui et qui est suivi sur le long terme. Donc je pense qu'effectivement, beaucoup d'acteurs et d'investisseurs vont s'en emparer. Merci de préciser ça. Effectivement, on ne l'avait pas dit en introduction, mais c'est vrai que la marge décarbonée ne prend pas le pas sur le reste. Et c'était important de le dire. Je crois aussi que vous avez créé une chaire sur le sujet. Tout à fait. L'exercice sur la marge décarbonée fait partie de travaux un peu plus larges qu'on a conduits, alors non pas avec Christophe de Pertuis, mais avec la Toulouse School of Economics, acteur aussi majeur sur l'économie du carbone. L'idée, c'était de se dire, et donc d'ailleurs c'est le nom de l'initiative qu'on a créée ensemble, initiative pour une action climatique des entreprises efficaces, puisque l'idée c'est bien de se transformer, mais de garder encore, de faire ça d'aider les entreprises en tout cas à faire les bons choix économiques, puisqu'il s'agit de décarboner, mais il s'agit de décarboner aussi au bon coût. Donc cette chaire a pour but effectivement d'aider, de contribuer à déterminer les bons leviers pour les entreprises pour décarboner au bon rythme et en bon partage des responsabilités. Donc on utilise ces initiatives avec ces chercheurs pour déflorer des sujets sur le prix du carbone, sur lesquels on a travaillé depuis plusieurs années. On a déjà un prix carbone en interne, bien évidemment. Également aussi récemment sur un travail autour du coût du capital pour les entreprises vertes.
c'est-à-dire d'arriver à distinguer la valeur du coût du capital en fonction des investissements, puisqu'évidemment n'importe quel investissement doit être rentable par rapport au coût du capital, qui est difficile à estimer, et on est convaincu chez Getlink et avec la TSE qu'il y a un vrai travail à réaliser de ce point de vue-là pour essayer de discriminer les vrais projets qui nous font avancer dans la transition énergétique. Écoutez, merci beaucoup. Vincent Ducrot nous a parlé de la marge décarbonée. Merci encore de nous avoir parlé de ce que vous faites concrètement chez Getlink. Et vous serez encore après avec nous au moment de la pause déjeuner. Si jamais il y a des questions que vous voulez parler à Vincent, il sera encore là. On peut vous applaudir. Merci. Et donc je vous invite à rejoindre la salle.